Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur le troisième numéro de votre émission Gros Plan où nous recevons Léon Basile Aossi. Il est deuxième vice-président du parti Les Démocrates. Cette émission, c'est en deux parties, comme vous le savez. Dans un premier temps, nous allons faire le tour de l'actualité socio-politique. Et dans un second temps, cette deuxième partie qui sera animée par mon confrère Arnaud Doumanhou du site d'information Le Portail nous permettra de mieux connaître notre invité au-delà de ses activités politiques. Arnaud Doumanhou, bonjour. Bonjour, cher ami Cosimo. Bonjour, monsieur Léon aussi. Bonjour. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et vous demander, en tant que deuxième vice-président du parti Les Démocrates, quel est l'état d'esprit des démocrates à quelques mois de la présidentielle de 2021? Merci. Les démocrates partent pour impacter la classe politique béninoise. Vous savez que c'est un parti, vous ne savez pas, c'est un parti qui est né à la suite de rassemblements de plusieurs forces politiques venues de plusieurs horizons. Donc, je dirais que c'est des gens qui ont quand même une expérience de la question politique, des gens qui ont déjà vécu un peu la vie politique et qui se sont mis ensemble pour créer un parti, pour changer un peu, changer un tant soit peu, le contenu de la politique aujourd'hui sous nos cieux. Oui, est-ce que ce n'est pas du déjà vu? Est-ce que ce n'est pas un rassemblement de circonstances par rapport aux enjeux actuels? Oui, on est tenté de le dire, mais je puis vous dire que ce n'est pas un rassemblement de circonstances. C'est vrai que exclu de la politique, exclu des activités politiques par le régime actuel, nous nous sommes retrouvés, mais nos ambitions vont au-delà de l'existence de ce régime. Le parti Les Démocrates, vous êtes toujours dans les couloirs du ministère de l'Intérieur pour l'obtention de ce processus Sésame, le récépissé. Où en êtes-vous exactement? Non, en fait, nous attendons qu'on nous donne notre récépissé parce que c'est vrai que nous sommes en face de gens qui édictent les lois en fonction des circonstances. La plupart des partis qui ont été agréés par le régime ont eu leur récépissé avec des dossiers bâclés. Comment le savez-vous? Est-ce qu'en temps, ils n'ont pas présenté des dossiers parfaits, contrairement à ce que vous avez présenté? Je répète que des partis ont eu leur récépissé avec des dossiers bâclés. J'insiste là-dessus et je vais m'en expliquer. Le parti, les FCBE, nouvelle formule, la formule talon. Mais dans leur dossier de membres fondateurs, il y a des gens qui n'ont pas fourni de casier judiciaire, qui sont aujourd'hui membres fondateurs de Les Démocrates, qui n'ont pas fourni de casier judiciaire, à qui on n'a pas demandé des dossiers. On a recyclé les vieux dossiers pour aller constituer un parti. Je dis que c'est avec des dossiers bâclés. Vous n'êtes pas au ministère de l'Intérieur pour avoir... mais je suis avec les gens à qui on demande de démissionner des FCBE. Moi, on s'est demandé, mais vous êtes au FCBE? Ils ont dit, nous avons déposé des dossiers pour la reconstitution des FCBE il y a plus d'1 an. Mais ces dossiers-là sont restés. Le casier judiciaire, je vous en prie, n'est valable que pour 3 mois. Si les gens n'ont pas renouvelé en temps le casier judiciaire, le dossier n'est plus à jour. Ça, je suis formel là-dessus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le ministère vous reproche concrètement? Le ministère nous a demandé de faire des corrections que nous avons faites. Nous avons déposé. Mais comme il s'agit d'un noyau de l'opposition, nous nous attendons à cette difficulté. Mais nous parions que nous aurons notre récépissé. Rien n'en empêche qu'on nous délivre notre récépissé. Et de plus, nous n'attendons pas ça pour déployer nos activités sur le terrain. Hier, j'étais à l'installation des structures décentralisées. Donc, c'est un bébé qui est né, qu'il ait un acte de naissance ou qu'il n'en ait pas. Il en aura parce qu'on ne va pas lui couper la tête parce qu'il n'a pas. Après la correction donc, des irrégularités, il n'y a plus de contact entre le parti et les services donc, du ministère de l'Intérieur? Bon, en matière d'irrégularité, je tolère le terme, mais il n'y a pas eu d'irrégularité, bref. Mais quand on a
quand on se préparait à déposer, on a voulu rencontrer le ministre de l'Intérieur qui a opposé une fin de non-recevoir. Bon, nous avons déposé. Voilà ce que je peux vous dire. Nous avons déposé et nous attendons pour que demain on ne dise pas les partis de l'opposition ont boycotté les élections. Voilà, c'est la rengaine, c'est le langage facile, c'est le mensonge. Mais nous sommes à jour, nous attendons. Alors, la présidentielle 2021, c'est vrai qu'au début de la création donc, du parti, on a compris à travers donc, les déclarations de certains leaders que l'objectif ou la priorité du parti n'est pas forcément la présidentielle de 2021. À quelques mois, est-ce qu'avec le temps, les démocrates ont pris goût à la présidentielle? Bon, je dois d'abord vous dire que celui qui a inventé les réformes politiques a pris soigneusement soin de ne pas inscrire les élections présidentielles dans le cadre des partis politiques. Je voudrais que ça soit clair. On n'a pas besoin d'appartenir à un parti pour aller aux élections présidentielles. Parce que celui qui a inventé sa réforme a 2, 3 ou 4 partis. Le risque, c'est de dire « je suis candidat d'un tel parti ». Mais toujours est-il que le miracle est possible. Donc, les partis, ce n'est pas nécessaire pour aller aux élections. Ce qui devrait être le contraire, parce que lorsqu'on veut faire une réforme, lorsqu'on veut faire plutôt des réformes, et qu'on veut renforcer l'idée partisane, on devait inclure ces consultations majeures dans le cadre, les encadrer dans les partis politiques. Malheureusement, comme il a été impossible à l'initiateur d'avoir un seul parti, la tentative n'a pas marché. Donc, il n'y a pas de parti. La seconde chose que je peux vous dire, c'est que nous nous concertons pour savoir qui peut aller aux élections. Le débat est ouvert à notre niveau. Voilà. Donc, en gros, les démocrates s'activent pour la présidentielle. Les démocrates s'activent. Les démocrates s'activent, animeront le débat politique pour les présidentielles. Mais si jusque-là, vous ne savez pas encore qui va être candidat, en tout cas sur qui vous allez porter votre choix, même si on ne fait pas obligation aux formations politiques d'avoir un candidat, est-ce que vous ne trouvez pas qu'à 6 mois de la présidentielle, c'est quand même curieux pour des démocrates? C'est surtout parce que c'est les démocrates que ce n'est pas curieux. Mais puis, généralement, pour nos élections présidentielles, on a une dizaine de candidatures. Combien vous en avez à ce jour? Même ceux qu'on sent qu'ils vont y aller, ils ne le disent pas, ils le font dire par les voisins d'à côté. Donc, trouver que c'est déjà tard, non. Chacun a son calendrier. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de choses pratiquement à 5 mois, à part Daniel Eda qui s'est prononcé officiellement sur sa candidature, comme vous l'avez dit, on n'en a pas assez, alors que par le passé, c'était pas ça. Oui, non, je ne sais pas de quel passé vous parlez, mais 5 mois, je trouve que ce n'est pas tard, la première chose. Puis la deuxième chose, il y a des combats qu'il faut faire avant d'aller aux élections. On ne peut pas dire aujourd'hui, en l'état actuel des lois liberticides qui régissent le pays, se lever puis dire qu'on est candidat. Est-ce que vous avez dit, il y a quand même un profil, est-ce qu'on peut dire à la date d'aujourd'hui que vous avez quand même un profil? Est-ce que, par exemple, vous êtes intéressé par le procès Joël Livor ou au sein des démocrates, on aura une candidature? Mais ça, c'est un débat que je ne peux pas venir... C'est un débat que nous menons, que je ne peux pas venir dévoiler sur un plateau. Quelle est votre stratégie alors pour remporter cette élection, cette présidentielle, étant donné que vous estimez que les lois vous confinent, que vous avez du mal à vous exprimer sur l'échiquier politique national? Nous allons nous battre pour lever les obstacles. C'est la première condition. Comment? Mais comment on se bat pour lever les obstacles? On va se battre pour lever les obstacles. Oui, mais pendant qu'on dit que le bilan du parti Salon fait peur à ses opposants. Quel bilan? Vous voulez qu'on parle des bilans? Si vous voulez, on va en parler. Moi, je ne vois pas un bilan qui encourage à sa réélection. Je n'en vois pas. Des infrastructures routières un peu partout. Quelle infrastructure routière? Il a fait combien de kilomètres de route? Yahi Boni en a fait combien? Yahi Boni est passé du simple au double. Et puis ce qu'on fait ici, là, c'est dans quelques villes, l'asphaltage. Et à quel coût? À quel coût? Tous les jours, on est sur le marché des emprunts obligataires. On endette le pays dans une opacité à nul autre pareil. Mais quand moi j'étais à l'Assemblée, les députés avaient la possibilité de regarder les conditions de prêt et d'accorder la ratification ou de la refuser. Mais aujourd'hui,
La nouvelle constitution votée nuitamment supprime cette prérogative aux députés. Ça veut dire que le gouvernement va prendre l'argent où il veut, en fait ce qu'il veut. Et puis, dites-vous, aucun dirigeant au monde ne sort l'argent de sa poche pour réaliser les choses. C'est notre argent à nous. Et chaque dirigeant a le devoir de faire quelque chose. Mais est-ce que cette réforme ne vient pas régler ce problème de blocage que les présidents ont souvent au niveau de l'Assemblée nationale? Quel blocage? Le Parlement est né en Angleterre. Et vous savez pourquoi? C'est pour limiter les dépenses exorbitantes de la reine. Alors si on laisse quelqu'un aller chercher l'argent, le dépenser comme il veut, le subventionner les intrants. Et vous savez, quand je dis intrants, suivez mon regard. Quand vous laissez quelqu'un faire tout ça, et vous dites que le bilan est élogieux. Non. Sachons raison garder. Je ne vois pas de bilan élogieux. Mais hier, vous étiez avec le président Boni Yayi. Aujourd'hui, vous étiez contre, je dirais, le président Boni Yayi. Aujourd'hui, avec lui. Et aujourd'hui, vous êtes contre le président Patrice Talon. Demain, sans doute peut-être avec le président Patrice Talon. Mais est-ce que vous pensez que les Béninois aiment un peu ce MIMAC? Si vous dites... Enfin, je crois que vous faites la lecture avec des lorgnettes, mais il faut le faire avec des lunettes. Parce que je ne suis pas contre un homme, je suis contre les principes. Il se trouve que le principe d'aujourd'hui est pire que celui d'hier. C'est pas... Mais prenez l'exemple de la Chine. Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung étaient en guerre. L'un soutenu par l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques de l'époque, et l'autre par les États-Unis. Mais lorsque le Japon a envahi la Chine, les deux se sont mis ensemble pour dégager le Japon avant de reprendre leur querelle. Moi, je n'ai pas de querelle, j'ai des querelles de gestion, j'ai des principes. Yayi Boni a certainement fait des choses qui ne m'ont pas plu. Mais aujourd'hui, si Yayi Boni écrasait nos poulets et qu'aujourd'hui je vois quelqu'un qui écrase nos bœufs, nos vaches, je ne vais pas dire « Ah, Yayi Boni, on n'a pas le droit de se parler. » Il faut... Non. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la gestion de Patrice Talon? Vous voulez que je les dise? Je vais en dire quelques-unes. Un chef d'État qui arrive, qui nous dit qu'il se débarrasse du commerce, des affaires, mais et qui revient plus fort. Le PVI, mais j'ai été douanier. Ce qui se passe aujourd'hui, la douane n'a plus aucun poids. Les inspecteurs des douanes sont formés dans des écoles pour évaluer les marchandises. Mais c'est les fonctionnaires du président Talon qui évaluent aujourd'hui ces choses-là. Le président Talon n'est plus directement gestionnaire. Mais vous faites bien de dire n'est plus directement. Vous croyez que moi j'ai besoin du direct pour faire mes analyses, pour faire les constats? Je n'ai pas besoin du direct. Le coton, toutes les usines, c'est à lui. Mais on ne peut pas être chef d'État, diriger un pays et s'occuper de tout ça là. Mais c'est le pays, c'est le cœur du pays, le port. Le port, c'est le PVI, l'aéroport, les frontières, c'est le PVI. Vous allez à Ilakonji qu'on appelle, les douaniers appellent communément notre deuxième port. C'est le PVI. Mais ce n'est pas possible. On a fait venir des étrangers, certainement pour cacher des choses. Pour cacher des choses, parce qu'un Béninois au port aujourd'hui, il va s'interroger sur des choses. Est-ce que ce n'est pas pour plus de compétences qu'on a fait après? Compétences laissées là où elles se trouvent. Parce qu'il y a un des cadres du port qui est relevé de ses fonctions, les blancs là, qui est relevé de ses fonctions, je le dis, allez vérifier, vous êtes des journalistes, qui est chez lui, qui continue à garder le véhicule du port, qui garde la résidence de Saint-Sad et qui sera payé jusqu'à fin avril au moins. Allez vérifier. C'est ça, les prouesses du président? Non, je dis. Vous voyez, on a un président homme d'affaires qui est arrivé. On a commis l'erreur de le faire. Bon, laissons-lui aller jusqu'à la fin de son mandat, mais battons-nous pour que ça ne se recommence plus, c'est tout. Oui, par rapport toujours, c'est vrai que vous portez beaucoup de griefs à la gouvernance Talon, mais si vous devez comparer Yayi Talon, en bien, en mal. J'aurais choisi Yayi. Ça, je ne le choisis pas parce qu'aujourd'hui, il est membre d'honneur des démocrates. Mais je compare. Yayi a fait des erreurs. Mais là, nous sommes en présence de fautes graves. Yayi a fait des erreurs. Mais nous sommes en présence de fautes graves. Mais est-ce que c'est des cadres béninois qui manquent pour gérer le péage?
Est-ce que c'est des cas? Il y a le chômage dans le pays. Hier, il y avait parlé de démocratie d'escafé. Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie pagailleuse. De pagaille. Mais qui fait la pagaille? Si ce n'est pas celui qui, en pleine compétition, modifie les lois. C'est ça qu'on appelle pagaille. C'est ça qu'on appelle pagaille. En pleine compétition, il faut modifier les lois. Mais on n'a plus aujourd'hui de maire, on a des sous-préfets. On a des sous-préfets. Et moi, je dis, le choix entre les deux là, il n'y a même pas à choisir. Quand nous parlons de démocratie, d'ailleurs, vous suivez les États-Unis, la Guinée. Est-ce que c'est pas déjà un système qu'il faut repenser? Est-ce que le Bénin a de quoi rougir? Oui, mais ce n'est pas parce que c'est à repenser que nous aussi, on ne doit pas chercher à repenser. Il faut qu'on apprécie ce qui est là. Il faut qu'on l'apprécie. Tous les leviers économiques. Mais Donald Trump, c'est un richissime homme d'affaires. Mais est-ce que vous avez appris qu'il mélange ses biens et les biens des États-Unis? Bon, c'est vrai que ces pays-là sont matures. Mais on a un système, on se rend compte que le système est venu pour tirer profit de la présence au sommet de l'État. Surgir, agir et disparaître, comme nous le disait l'ancien ministre de la Justice, professeur Diogbenou. Surgir, agir et disparaître. Parce que ce qui se passe sous nos yeux n'est pas digne d'un État. Ce n'est pas digne d'un État où le chef de l'État est partout, partout. Bon, allez vous renseigner, histoire de Grand Nokoué, les ordures. Vous fouillez, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont en dessous. Mais pourquoi? Pourquoi on veut tout prendre? Les médicaments, il y a des gens en dessous. Le pétrole, la Sonacop qui est un fleuron, qui n'est pas morte, qui était certainement en difficulté. On l'a fait disparaître au profit d'autres. Non. Mais tout n'est quand même pas noir. Si vous devez regarder un peu pour nous dire, alors en bien, la réforme du système partisan, qu'est-ce qu'il y a de bien dedans et qu'est-ce qu'il y a de bien selon vous dans la gouvernance partisane? Moi, je ne trouve rien de bien dans le système partisan. Je suis honnête. Je ne dis pas que le président Talon est là, qu'il ne fait rien. Je ne dis pas ça non plus. Mais dans le système partisan, il n'y a rien de bon. Le monsieur a conçu un truc pour gérer le temps qu'il est là. Et puis vous verrez, écrivez-le quelque part. Quand il va partir, ça va voler en éclats. Parce que c'est conçu pour lui. Les partis politiques ont dit qu'il y en avait 200. C'est faux. C'est faux. L'article 7 du précédent code électoral dit que si un parti n'a pas pris part à 2 élections consécutives, il disparaît. Il suffit de l'appliquer. On aurait peut-être 4 ou 5 partis. Maintenant, on vient faire un système partisan. Il y a déjà au moins 10 ou 11 partis qui ont leur récépissé. Qu'est-ce qu'on a voulu? Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu? Moi, je dis, on est tous suspendus à la volonté d'un homme qui fait du pays ce qu'il veut. Mais avant son arrivée, les acteurs politiques avaient déjà pensé qu'il faut quand même assainir la classe politique. Ils avaient pensé notamment à la charte, plusieurs dispositions de la charte des partis politiques. Oui, je suis d'accord. Moi, à l'Union fait la Nation, j'étais responsable des négociations pour l'élargissement du parti. Mais on ne le fait pas avec pistolet sur la tempe. Vous me dites que les partis ont été obligés de se mettre en bloc, c'est ça? Oui, mais vous savez, moi je suis parti de l'Union Fédération parce que j'ai vu venir le parti en train d'aller tomber dans les bras du président Talon. J'ai vu ça venir. C'est lui qui dit ce qu'il faut faire, c'est lui qui trace tout le cadre. Non, il n'est pas politicien. Il est venu créer un climat pour gérer ses affaires. De l'Union fait la Nation, vous êtes passé également à l'USL, ensuite aujourd'hui les démocrates. Oui. Pourquoi Non, je suis un politicien ultra indépendant. Ultra indépendant. J'estime que si je m'associe avec vous, nous devons partager les idées. Mais si les idées que vous développez ne correspondent pas aux miennes, pourquoi vous voulez qu'on reste ensemble? Quels sont vos rapports alors aujourd'hui avec le président Sébastien Adjavon? Non, Sébastien Adjavon, 1, c'est d'abord un Béninois. 2, c'est d'abord un frère du Mono. Lui et moi, on n'a pas à se tirer dessus à mort parce que je ne suis pas USL. Bien au contraire, nous nous battons pour la même cause. Et on ne le sent pas à côté des démocrates. Non, on n'a pas... Non, ce que les démocrates font, ils n'ont pas besoin d'amener ça au rond-point de la Sobebra. Ce que les démocrates font, ils n'ont pas besoin d'amener ça à l'étoile rouge. Nous avons parlé avec les gens de l'USL pendant qu'on a lancé le truc. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais si des gens pensent parfois que
parce qu'on n'est plus dans le salon du voisin, on ne doit plus lui dire bonjour. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'Adjavon est toujours dans votre logique, en tout cas la ligne aujourd'hui du Parti des démocrates? C'est quoi notre logique? C'est-à-dire une alternance en 2021. Est-ce qu'il est toujours dans le combat parce qu'il sait mieux dans un mutisme? Vous pensez? Oui, mais justement, Adjavon n'est pas journaliste pour parler à tout vent. Et puis, vous pensez qu'il ne doit pas souhaiter l'alternance? Mais il faut bien... On est allé déposer de la cocaïne dans son conteneur. La justice a dit, ce n'est pas bon ce que vous avez fait. On a retourné, on a mis des gens à la criette et qui ont dit, le jugement qui a été rendu, date d'appel passée, on a remis. Vous voulez que celui-là ne pense pas qu'il faut l'alternance pour qu'il rentre? Mais il doit être en train de réfléchir. Il peut aussi négocier son retour au pays. Mais ça veut dire qu'il cherche la formule pour rentrer. Si les négociations ne marchent pas, il faut que son parti en alliance avec d'autres, qu'on change la donne politique. Donc on retient que vous n'êtes plus en contact avec le président Adjavon. Non, on ne parle plus de ces choses-là. Mais Adjavon et moi, on se parle. On ne parlait pas de ces choses-là avant, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas d'office que lui et moi, on ne se parle plus. Non, non. Au-delà du président Sébastien Adjavon, il y a plusieurs d'autres Béninois qui se retrouvent à l'extérieur donc, du pays, en exil. Récemment, la France a donc suspendu le Bénin par rapport donc, à la liste des pays sûrs. Quel est votre regard sur cette question-là? Mais je me suis félicité de cette décision de l'OFPRA. Mais ça ne fait pas bon pour l'image du pays. Mais c'est ceux qui ternissent l'image du pays, c'est à eux d'en tirer les conséquences. Parce que je suis à la retraite, ça fait une quinzaine d'années, mais avant et après, je n'ai jamais vu ce qui se passe. Des gens qu'on chasse dehors, qu'on menace d'attraper. Et puis, le président dit aux têtes couronnées, vous savez que rien ne m'effraie. C'est ceux qui ont peur qui disent ça. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir là, c'est au bout du fusil. Si le canon change de direction, il va avoir peur. C'est parce que le canon n'est pas dirigé vers lui. Donc, dit parce qu'on a le fusil avec soi, et puis nos militaires comprennent de plus en plus. Je sais que demain, s'ils retournent à Kadiaou, ils tireront plus sur les populations innocentes. Ils tireront plus. Parce que des gens qui s'adossent à ça, et puis il dit, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Non, celui qui n'a pas peur ne le dit pas, ne le proclame pas. On le sent dans son comportement. Pourquoi vous voulez dire que le président Patrice Talon a peur? Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Lorsque vous êtes surtout quand vous faites mal, comme ça se passe là, vous avez peur. Même le souffle divin qui doit vous protéger, quand vous faites mal, vous donnez l'ordre d'aller tuer des innocents. Une bonne dame qui vend du riz pour nourrir ses enfants. On ne va pas dire ça parce que je crois que les autorités se sont expliquées. Il fallait que les forces de l'ordre interviennent quand même pour essayer d'encadrer ces violentes manifestations. C'est pour encadrer qu'ils ont tué. Bon, il n'y a pas eu... Drôle d'encadrement. Merci, je vous comprends. Mais les autorités se sont expliquées. Leur explication vous a certainement convaincu. Officiellement, c'est ce qu'on a eu comme... mais officiellement, nous, on n'a pas droit au plateau officiel. Donc, allons-y. Dites-nous ce que vous visez personnellement avec les démocrates. Non, la conquête est l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas autre chose. Moi, je n'ai pas d'ambition personnelle. Vous savez, j'ai fait 12 ans à l'Assemblée. Je n'ai jamais obtenu une nomination, les trucs, les avantages de l'Assemblée. Membre du Parlement, UMOA, je n'ai jamais eu. Mais je suis resté constant dans mon combat. Et c'est ça qui me permet, quand je ne suis pas d'accord, de m'en aller. Et aujourd'hui, l'Assemblée telle que gérée par le président de la Volo, quel regard portez-vous en tant qu'ancien parlementaire? Non, ce n'est pas une assemblée, Oui, mais actuellement, vous vous battez pour la révision donc, des lois électorales. Si demain, ça doit se faire, c'est cette même assemblée qui doit... Mais c'est le président Patrice Talon qui a voulu ça comme ça, les autres ont acté. Le jour où on va faire le débat qui va le vouloir, ils vont acter. Je n'appelle pas ça des députés. C'est la première fois que j'ai vu, on a installé un bureau de l'Assemblée sans les lire. C'est la première fois que j'ai vu ça. Ça s'est passé sous la Révolution. Non, mais c'était à l'unanimité. Les députés présidents quand même. Oui, mais il y a quand même, disons,
au moins 2 groupes, même si c'est des frères siamois. Mais chacun a l'ambition de gérer le Parlement. On se lève, tel est président, tel est vice-président, tel est ci, tel est ça, tel est ça. Bon. Non, c'est l'harmonie au sein des formations politiques. Voilà, en politique, cette harmonie n'est pas bonne en politique. C'est le débat, c'est la confrontation qui fait que le Parlement est vivant. Le Parlement, c'est le noyau. C'est le noyau de la politique. C'est là que ça se décide. Alors quand quelqu'un met ça sous sa coupe, il reste au palais, il dit président c'est tel, vice-président c'est tel, et puis on vient, on déroule le schéma. Non, pour moi, il n'y a pas d'assemblée. Il n'y en a pas. La réforme du système partisan, c'est aussi le fameux parrainage qui fait grand bruit depuis quelques mois. Et quel regard portez-vous sur cette disposition du code électoral? Le système de parrainage tel qu'inventé est une forfaiture. Une véritable forfaiture. Et c'est ça qu'on a vu venir. On a interdit à l'opposition d'aller aux élections législatives. On a empêché l'opposition d'aller aux élections communales pour ne pas avoir des élus. C'est tout. Ça veut dire que ceux qui sont là ne veulent pas la concurrence. Ils ont confisqué le pouvoir. Ils sont en train de traîner le pays vers la violence, ce qui n'est pas souhaitable. Ce qui n'est pas souhaitable. Parce que moi, je ne suis pas contre le parrainage. Il y en a dans d'autres pays. Quelle formule auriez-vous souhaité? Mais on aurait pu demander dans chaque commune de trouver 1000 parrains. Dans chaque commune. C'est des citoyens. Tout le monde ne peut pas être élu. Mais ceux qui ont donné leur caution aux élus, ils peuvent parrainer. Et ce n'est pas les 160 qui vont voter pour l'élection du président de la République. On peut dire, dans chaque département, donner 1000. Dans chaque commune. Mais on nous a dit 15 personnes par commune pour créer un parti. On a trouvé, non? Mais lorsqu'on a tous les députés à sa solde, tous les maires à sa solde, et qu'on dit c'est eux qui vont parrainer. Oui, mais aujourd'hui, ils disent qu'ils sont prêts à parrainer des candidats de l'opposition. Mais c'est faux. C'est faux, parce qu'on a déjà dit à la Sénat, va dire à la télé que les trucs seront secrets. Pourquoi on ne peut pas remettre le parrainage à chacun? Pourquoi on ne peut pas remettre? Et puis la Sénat aussi est là, quand on dit quelque chose, la Sénat va distribuer les fiches sont individuelles. Et puis les résultats, ce qui est écrit sur les fiches, c'est secret. Vous savez ça, non? Oui, oui. Mais comment, vous qui envoyez là, comment vous allez faire pour savoir que c'est allé à bonne destination? Mais qu'est-ce qui nous empêche, dans un pays comme le nôtre, démocratique, suffisamment avancé quand même, de dire, moi, Pierre, je donne mon parrainage à Kodjo. Pourquoi? Un document qu'il peut exhiber. Et puis la Sénat qui dit ici il y a faute mineure, ici il y a faute majeure, qui n'est pas capable d'appliquer les lois de la République. La Sénat n'est pas capable d'appliquer les lois. La Sénat, elle applique les lois selon donc, sa compréhension, son interprétation. Selon alors, vous aussi, vous interpréterez comme vous voulez et vous appliquerez. Mais si les acteurs ne sont pas d'accord, ils peuvent saisir les juridictions. Il y a la Cour constitutionnelle qui est là. Mais oui, la Cour constitutionnelle peut interpréter. Je suis d'accord. C'est ça ressort de ses compétences. La Sénat dit, c'est sous anonymat. Si les accords, personne n'a juste là, en tout cas, n'a pas encore l'information. Vous croyez en cette Sénat? Je ne sais pas si vous avez saisi déjà au niveau des démocrates la Cour constitutionnelle pour dire cette opposition de la Sénat n'est pas exacte. Personne, elle n'est même pas bonne. Ça vient d'ailleurs. Ces idées-là viennent d'ailleurs. Lorsque la Sénat dit, dans les dossiers, quelqu'un qui a 3 actes de naissance, la Sénat se permet de dire que c'est faute mineure. 3 actes de naissance. C'est très délictueux, ça. Ça ne relève pas, ça relève des juridictions. Ça relève des tribunaux judiciaires. Mais la Sénat dit, vous attendez cette Sénat pour aller aux élections. Si ce n'est que ce qu'on voit là. Cour constitutionnelle de l'avocat personnel du chef de l'État. Sénat complètement assis sous les bottes du chef de l'État. La Sénat, c'est une institution indépendante. Pourquoi vous ne saisissez pas? Non. Je vous comprends, hein, dans votre rôle, je vous comprends de poser les questions à charge. Mais on va saisir qui? La Cour constitutionnelle. Il y a un débat à faire. C'est que toute la classe politique se retrouve pour dire ce qui ne va pas, ce qu'on pense que ça ne va pas. Mais il y a eu les assises en octobre où on a dit dialogue. Des gens qui étaient ce dialogue et sont venus démentir
les résultats du dialogue sur la télé. Vous avez suivi le ministre Adiou? Il est venu dire, mais les choses qu'on dit là, on n'a jamais parlé de ça. Mais comment voulez-vous qu'on gère un État comme ça? Et qu'on passe derrière pour dire que les Béninois sont des pagailleurs. La vraie pagaille, c'est ça. Vous rassemblez les gens, vous dites des choses, et puis vous les trafiquez. Et puis vous venez dire que c'est ça l'État. Ou alors on trouve un médiateur qui a fini son mandat depuis près de 2 ans, qui est là pour lire les trucs. Non. La notion d'État nous interdit ces comportements-là. Et il faut qu'on s'asseye pour faire. L'État n'appartient à personne. C'est pas parce que quelqu'un a la force publique, les armes, qu'il dit, c'est ça que l'État... Non. Les militaires, les policiers, ils sont issus de ce peuple. Ils finiront par se rendre compte que les gens sur qui on tire là, ils ont un parent dedans. Les gens qu'on jette en prison, ils ont un parent dedans. Les gens qu'on jette en exil, ils ont un parent dedans. Ce peuple-là dont vous parlez, la marche des femmes que vous avez sans doute soutenue, est-ce que ça n'a pas fait un fiasco? C'est quoi vous appelez fiasco? Les femmes, ce n'était pas pour sortir 10 millions de personnes. C'est un message. Et le message est passé. Malgré tout ce qu'on a fait pour empêcher les femmes de sortir, le nombre qui est sorti est significatif. Moi, j'ai soutenu. Les femmes ont demandé qu'on cotise pour acheter les tricots, pour acheter les foulards. Si quelqu'un trouve 2 000 francs, il donne. Quelqu'un trouve 3 000 francs, il donne. C'est vrai que nous, on n'a pas les milliards que les autres ont de l'autre côté. Vous avez laissé des dettes, en tout cas pour l'information qui circule sur les réseaux. Oui, bien, c'est la preuve qu'on n'a pas eu de grands moyens. Mais on va les résorber, les dettes. On a commencé à les résorber. On va les résorber. 1 000 francs, 2 000, 3 000, là, on va les résorber. Est-ce que Boni Yaye n'a pas mis à la main, à la poche je n'ai pas vu Boni. Si Boni Yaye devait mettre la main dedans, on n'aurait pas eu de dette de 300 000. Soit quand même. Si Boni Yaye avait contribué, Boni Yaye, je vais vous dire, est resté à l'écart de ça. Peut-être que les gens sont allés lui parler. Il n'a pas mis un franc dedans. Si Boni Yaye met l'argent là, c'est vrai qu'il n'est pas roi du coton, roi des engrais, mais on n'aurait pas eu de dette de 300 000 francs. Mais on dit qu'il a quand même sorti, je ne sais pas, vous êtes là, 50 millions pour motiver... Oh là. Et puis, non. Et puis, vous croyez que si Yaye Boni était impliqué, il va accepter qu'on commence à mettre sur les réseaux qu'il manque 300 000? Non, un peu, ça dit, on raisonne, on compare, et puis on sait à peu près où la vérité peut se trouver. Comment a été organisée cette marche? Dites-moi un peu. Non, moi, je n'ai pas participé à l'organisation. C'est la marche des femmes. Les femmes... De l'opposition? Ou des démocrates? Les femmes. Les femmes engagées pour la restauration de la démocratie. Si vous vous engagez pour la restauration de la démocratie, vous devenez opposant. C'est ça que vous voulez me dire? Non, mais c'est qu'il y a des... Si vous êtes conscient que la démocratie dérape, vous vous engagez pour la restaurer, vous devenez opposant. Mais il y a des femmes qui disent, avant 10 ans, il y a eu d'autres femmes qui... Oui, mais ça c'est ce qu'il y a de plus normal. Un pays qui avance au rythme d'un seul son de cloche, il faut s'asseoir pour savoir pourquoi. Que réserve l'opposition après cette marche des femmes? Est-ce qu'il y a d'autres marches qui sont prévues? Non, ça c'est les femmes. Moi, je ne sais pas si... Il reste les hommes. Oui, mais les hommes, si vous êtes conscient que la démocratie, on viendra vous chercher. Quand ce serait prêt. Ou bien vous ne voulez pas vous exposer. Non, c'est pour nous dire qu'il y a d'autres... Non, nous, on n'a pas pensé à ça pour le moment. Quelques jours après la marche donc, des femmes, le président est sorti, il est allé dans les marchés. On a vu les femmes l'ont porté en triomphe. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que cette sortie est une retombée donc, de la marche des femmes vous savez que Hitler a été porté en triomphe, vous le savez. Hitler a été porté en triomphe. Et quand Hitler sortait, les foules qu'il drainait, c'est pas ça. La sortie du chef de l'État est le répondant même de ce que la marche là était une réussite. Depuis qu'il est là, il ne sait pas qu'il y a les chantiers, il faut aller. Les femmes sortent, le lendemain matin, lui aussi sort. Mais c'est des choses qu'il faut lire, qu'il faut décrypter. Ça veut dire que ça lui a dit quelque chose. Mais s'il n'en tire pas les leçons pour se raviser, bon, c'est tant pis. Mais le fait d'être... Moi, je ne serais pas sorti aussitôt le lendemain. Il a l'habitude d'aller sur le terrain, visiter les chantiers. Combien de fois?
Dites-moi combien de fois. En 5 ans, combien de fois? Non, mais quelquefois, c'est quand même... C'est Non, pas, mais je ne pas dis la pas première non. fois. Et puis juste, les femmes sortent, le lendemain, lui aussi, la pente... Non, laissez tomber tout ça. Il est annoncé à Parakou aussi dans quelques jours. Est-ce que finalement, vous pensez qu'il est en train donc de... La campagne est ouverte. La campagne est ouverte. Donc Parakou ne lui est pas favorable. Vous êtes convaincu qu'il sera Non, candidat? je n'en sais rien. Si moi j'étais à sa place, je ne serais pas candidat. Pour l'avoir dit, et pour avoir dit que même si les réformes ne passent pas, je ferai à titre personnel le mandat unique, je ne le serai pas. Moi, c'est ce qui me caractérise, la parole donnée. Bon, je constate que très peu de gens ont cette philosophie. Mais il aurait voulu que cette promesse soit donc institutionnalisée, ce qui n'a pas été fait. Donc finalement, il s'est dit que bon, le jeu est ouvert. Donc, non, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Il a mis en place aujourd'hui à Porto-Novo un groupe qui entérine tout ce qu'il veut. S'il voulait vraiment le mandat unique, ceux-là l'auraient voté. Et puis, le vrai souverain, c'est le peuple. Pourquoi ne pas aller au référendum s'il pense qu'il est populaire? Bon, heureusement, lui-même a dit qu'il n'est pas populaire. Mais ceux qui sont pour vous là, si le président Talon voulait le mandat, il leur dit ça. Mais ils vont convoquer une session extraordinaire, ils vont le faire 5 minutes après. Ça veut dire que il avait mis plein de choses. J'étais à l'Assemblée, on avait mis plein de choses inacceptables dans le projet de révision. Inacceptables. L'histoire de ne pas chercher à savoir combien on prête, à quel taux on le prête, ce qu'on en fait. C'est pas... Et puis, une immunité exorbitante pour les députés, pour les ministres et les membres du gouvernement. Non, on ne pouvait pas accepter. Le peuple qui a créé les institutions, c'est pourquoi il a fait ça. Il faut laisser chaque institution réfléchir. Aujourd'hui, on n'a plus d'assemblée, on n'a plus de cour constitutionnelle, on n'a pas de hack, on n'a rien. Mais ces institutions fonctionnent toujours. Qu'elles fonctionnent, laissez tomber. C'est la Cour suprême qui essaye, les magistrats, dans leur majorité, essayent. Alors on a créé une criette à côté pour les contourner. Bon, un pays, ce n'est pas ça. C'est les réussites, c'est les échecs. Et on tire le son des échecs. Récemment, on vous a vu une délégation des démocrates donc, aller vers certains présidents d'institutions. Quel est l'objectif de cette sortie? Bon, en fait, c'était pour leur dire, désormais les démocrates sont nés. Mais si vous avez fait attention, j'ai évité d'être dans cette délégation-là parce que certains en ont fait une utilisation abusive. Le président de la Cour constitutionnelle, tout au fond, sur son piédestal, dit c'est comme si on est venu négocier la reconnaissance des démocrates. C'est des choses que moi, je ne supporte pas. Mais comme le parti en a décidé ainsi, la délégation a été formée. Heureusement, je n'étais pas dedans. Mais on a dit, même dans les chancelleries, on a dit, bon, l'histoire retiendra qu'on a fait. Mais la chose, je ne l'ai pas beaucoup boudée parce que ça affiche notre volonté de non-violence. La violence n'est pas bonne. Est-ce que c'était sur instruction de Boni Yayi? Parce que est-ce que finalement, il ne décide pas du tout au sein des démocrates? Mais vous ramenez tout à Boni Yayi comme s'il n'y a plus personne pour réfléchir. Vous avez dit qu'il est membre d'honneur. Oui, membre d'honneur, ça ne veut pas dire que c'est lui, le parti est sa chose. Mais, et puis, vous savez qu'il y a des gens qui résistent à Boni Yayi. Vous le savez. Sinon, moi qui suis là, je suis le symbole de ceux qui lui résistent. Vous savez que Yayi Boni m'a nommé président de son gouvernement et que j'ai décliné. Donc, si vous ramenez tout à Yayi Boni, je crois que... Mais dites-nous alors, quel rôle il joue alors, fondamentalement, s'il n'a pas... Tout le monde joue un rôle. On confronte les idées et on prend une décision. Il dit ce qu'il pense, je dis ce que je pense. Le président du parti, Éric Mouleté, dit ce qu'il pense, Achade dit, Tigri dit, tout le monde dit, on fait une synthèse. Mais vous tombez facilement dans le piège du pouvoir qui pense que c'est Yayi Boni qui est derrière, c'est lui qui tourne les vis. Non. Est-ce que vous êtes arrivé d'aller contre Boni Yayi au cours des échanges, des discussions dans ce... Non, je ne veux pas mettre ici sur la table les secrets des délibérations. Mais il y a des choses que Yayi Boni a dites et on lui a proposé autre chose et il s'est rallié à ce qu'on a proposé. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, beaucoup auraient voulu quand même voir au cœur des démocrates l'ancien président
Nicéphore Dieudonné Soglo, ce qui n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui s'est donc réellement passé? Parce qu'en temps, on a écouté également le président Éric Moulété qui a dit que l'objectif, c'était quand même de consulter le président Soglo, mais avec Boni Yayi, ça aurait été également la même chose. Oui, mais il faut me dire dans quel parti vous avez déjà vu le président Soglo. Il faut me dire un parti. Même la RB, le président Soglo n'était pas. Mais son engagement aux côtés donc de... Mais il est engagé à nos côtés aussi. Il est engagé. Il a boudé l'initiative. Non, vous savez, l'accouchement n'a pas été facile. La démocratie n'a pas été facile. Il y a des choses qui lui parvenaient, qui n'étaient pas bonnes à entendre. J'ai eu le privilège et le plaisir de conduire le comité préparatoire. J'ai parlé avec le président Soglo plusieurs fois. Je me garde de vous dire ce qu'on s'est dit. Mais je suis allé le voir toutes les fois que c'était nécessaire. Il ne m'a jamais dit « arrête ». C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, ce qu'on dit, le président Soglo n'est pas d'accord. Le président Soglo, il est arrivé des moments où, parce qu'on a mal cité son nom, parce qu'on a dit des choses qui ne correspondaient pas à ses idées, il a réagi. Mais le président Soglo est là, on continue de le consulter. Maintenant, pour son âge, que tous les matins, qu'on vienne, on lui dit de venir faire une marche avec les démocrates, non. Le président Yahi est beaucoup plus jeune. Il est de ma génération. Lui, il est encore actif. Mais il sait, et nous aussi nous savons, qu'il ne peut pas porter toute la charge. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a un autre allié qui vous fait défaut également, candidat Zanaï, qu'on aurait peut-être souhaité voir aux côtés des mouvements de démocrates soutenus. Mais le président candidat Zanaï a un parti. Mais avant de créer les démocrates, on est passé chez tous ceux qui ont leur parti pour leur dire voilà ce qu'on veut faire. Alors vous aurez souhaité qu'il abandonne son parti vieux de combien d'années? Non, mais soutenez quand même vos initiatives, un peu comme la marche des femmes. La marche des femmes, c'est l'initiative des démocrates. Vous avez soutenu quand même cette marche? Non, moi les dames m'ont écrit pour dire on a besoin de... J'ai envoyé. Je ne sais pas à qui ils ont écrit. Et puis si je ne vous dis pas aujourd'hui que moi j'ai donné 2000 francs, est-ce que vous le sauriez? Mais moi, je posais la question aux autres. Moi, j'ai donné 2000 francs pour acheter foulard. Je ne sais pas ce que le président Zanaï a donné. Je ne sais pas ce que le président Houré a donné. Je ne sais pas ce que le président Nguyenme a donné. Moi, oui. Mais avant la marche, candidat Zanaï a quand même ouvertement critiqué l'initiative donc, de création des démocrates. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un critique qu'il ne faut pas faire? Moi, je vous pose cette question. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je fais. Moi, je viens vous dire, je le fais. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas pour ça que je ne vais pas faire. Hein? Il a critiqué, bon, ça c'est passé maintenant. Et on est dans le même combat. On est dans le même combat. Mais dans le même combat de cœur, parce qu'on a vu quand même des passes d'armes entre vous et le président Zanaï. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, je crois que c'est du passé. C'est du passé. Le président Zanaï et moi, l'ambiance est revenue entre nous. C'est du passé. Et quand on veut, chez moi on dit que quand on veut aller éteindre l'incendie, on ne va pas avec de la paille sèche. Bon, il y a eu quelques malentendus qui se sont résorbés. Ça s'est résorbé. Le président Zanaï et moi, on se parle. Quel était le fond du problème? Parce qu'on n'a pas... Non, on vous accusait tantôt d'être progressiste le jour et opposant la nuit. Bon, mais c'est quoi opposant la nuit? C'est quoi progressiste le jour? Moi, je vais vous dire quelque chose. Ce que j'ai fait, je le referai exactement si j'avais à le refaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Et à être proche des gens qui sont allés faire candidature avec Bloc Union Progressiste, ce n'est pas soutenir Talon. Ce n'est pas soutenir Talon. Vous savez, quel que soit le leader politique, il a toujours des lieutenants, des sous-lieutenants, des brigadiers, des sous-brigadiers. Lorsque vous n'avez pas été aux élections, que les autres tiennent à tenir la base et qui viennent vous demander de l'aide, que vous coupez,
vous êtes presque sûr de ne plus jamais remonter. La preuve que ces gens-là ne sont pas UP, si on les avait laissés, le calcul de talons aurait été faussé dans la désignation des maires. Bon, peut-être que ce n'est pas la meilleure formule, mais lorsque vous êtes dans le feu de l'action, il faut agir. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens proches de vous qui se sont retrouvés candidats sur la liste de l'UP, c'est ce que vous voulez dire? Ils étaient sur la liste FCBE. Lorsque le président d'honneur de FCBE a lâché, et ils se sont repliés. Mais ils avaient déjà allumé leur base. Bon. Ils ont dit, vous devez nous aider à les conserver. Je l'ai fait. Et c'est moi qui suis allé en parler au président Zanaï. Je suis allé lui en parler parce que j'ai dit, peut-être que j'ai fait un bon choix, peut-être j'ai fait un mauvais choix. Bon, ça a provoqué quelques quics. Bon, c'est réglé. Le président Zanaï et moi, nous faisons face désormais à l'adversaire commun. Oui, ces lieutenants-là, sont-ils revenus dans les démocrates ou sont-ils toujours du côté de FCBE ou de l'Union progressiste? Revenus dans les démocrates ou pas, c'est eux qui nous ont aidés à collecter les dossiers dans les bases pour les démocrates. Alors, ça veut dire que ils sont élus UP, mais ils continuent donc à être loyaux. Non, tout le monde n'est pas élu. Et puis, c'est pour vous dire la fragilité de cette affaire de réforme. C'est pour vous dire toute la fragilité. Les gens, ils sont pas peur, pas intérêt, mais très peu par conviction. Même entre eux, ça se dit. C'est pour vous dire que c'est fragile. Ce n'est pas une réforme. Oui, mais on dit que pourtant, même si devant les écrans, vous exigez qu'on annule, qu'on saute le verrou, vous négociez quand même des parrains au sein des élus de la mouvance. Qui? Hausi? Mais les démocrates font la démarche. Non, aucun démocrate ne négocie un parrain. Aucun mais si demain vous voulez aller à l'élection présidentielle de 2021, j'ai dit qu'il y a des préalables. On va s'asseoir, on va discuter. Donc si le parrainage n'est pas sauté, les démocrates... C'est une tricherie que d'aller dire donnez-moi 7 personnes, 7 députés, oui, mais c'est une tricherie. Ce n'est pas de la conviction. Où il faut aller, où il ne faut pas aller. Et s'il faut aller, il faut s'asseoir et sauter les obstacles artificiels que des gens impopulaires ont mis pour confisquer le pouvoir. Donc, clairement, il n'est pas question pour les démocrates d'aller négocier le parrainage au sein de la mouvance. Non. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'est pas question d'aller négocier. Donnez-moi 2, donnez-moi 1. Non. Donc, si le verrou n'est pas sauté, les démocrates n'iront pas... Où on va trouver les parrains? Si le verrou n'est pas sauté, où on va trouver les parrains? Vous n'irez pas négocier? Non. Et si on vous proposait des parrains, si des élus de la mouvance venaient... Non, qui nous les donne? Il ne faut pas qu'on nous dise que c'est soupli envoyé à quelqu'un qui est incapable de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Oui, mais ils estiment qu'ils peuvent parrainer un candidat de l'opposition sans le soutenir. Non, ils ont peur de quoi? Pour le lui dire. Ils ont peur de quoi? Pour dire, moi je suis venu sur ce plateau. Si je veux parrainer quelqu'un, je vous le dirai. C'est pour ça que des gens comme nous ne pouvaient pas nous permettre d'aller à l'Assemblée. Moi, je ne veux pas aller parrainer quelqu'un dans l'obscurité. Non, mais c'est faux tout ça. Et on a mis ça dans la bouche du président de la Sénat qui le répète, croyant qu'on y croit. J'aurais voulu, parce qu'on a parlé de bilan positif, tout ça, j'aurais voulu qu'on parle un peu de la dette du pays, parce que la dette de fin 2015 à juin 2020 est passée du simple au double. On va certainement trouver le créneau pour alors, moi je veux bien qu'on le dise. Et les emprunts obligataires, on va à Dakar prendre de l'argent tous les jours. Je commence à m'en inquiéter parce que ça commence à ressembler à un recyclage. Vous allez sur le net, vous frappez UMOA titre ou CA, vous aurez les informations là. Il y a 3 jours, on a encore décroché 133 milliards dans le cadre donc, des bons. On est allé rembourser un autre prêt et on a pris un autre. On est allé rembourser. Oui, mais est-ce que c'est nouveau, les emprunts? C'est très nouveau. C'est très nouveau parce que, vous savez, on prend 20 milliards dans une banque. Ça passe à l'Assemblée. On voit le taux de cession. Si c'est trop, on refuse. Aujourd'hui, là, c'est autour de 2,5. C'est déjà trop. Et puis, le délai de remboursement. Avec les banques, vous avez 20 ans, 30 ans, avec des différés.
Mais aujourd'hui, là, ce qu'on a pris, ce qu'on a remboursé avant-hier, là, on a pris ça en 2020. Tenez-vous bien, en 2020. On est allé rembourser, on n'a pas encore parlé des intérêts. On n'a pas encore parlé des intérêts. Mais je vais vous donner en 2019, lorsque le budget a été voté, on avait un besoin de financement, tenez-vous bien, on avait un besoin de financement de 42 milliards. On est allé à l'eurobond pour 350 milliards de francs CFA. Et on a recouru aux emprunts domestiques pour 90 milliards de francs. Mais c'est vous et nous et moi qui paierons. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'on nous fait de l'asphaltage dont on ne connaît pas le coût. Il n'y a plus de marché public. Le code des marchés publics, on a ajouté insidieusement un article. Les marchés peuvent être attribués en Conseil des ministres. Et on sait que le Conseil des ministres, c'est le chef de l'État. Mais il y a des appels à candidature et après on sait qu'il y a une sélection. Oui, mais je dis que dans le code, c'est marqué, le Conseil des ministres peut attribuer les marchés. Mais ce que je dis, le code, elle a allé regarder. Ça veut dire que c'est aussi légal que les appels d'offres. Mais combien d'appels d'offres il y a? Allez vérifier tous les marchés qui circulent. Combien d'appels d'offres il y a? La dette, ça vous inquiète, mais est-ce qu'on n'a pas de retombées dans le pays? Oui, mais on n'avait pas eu besoin de s'endetter de façon acrobatique pour que le pays soit là où il est. Personne n'est venu ramasser le pays à terre. Personne. Oui, mais bon, en 2016, on a entendu ce discours, tout est à refaire dans le pays. Oui, mais c'est un discours politique. Tout est à refaire. Ce que le président de l'Assemblée a dit. Et malheureusement, les populations de Port-Nouveau le payent aujourd'hui. Ils ont élu un maire qu'on n'a pas pu leur installer. Les gens ont voté PRD à 75% au moins dans Port-Nouveau. Et ils n'ont pas eu le maire qu'ils ont voulu. C'est ça les réformes qu'il a accompagnées. Bon, enfin, je voulais dire ces choses-là parce que l'endettement est de plus en plus... C'est les Béninois qui achètent les actions à la bourse de Dakar. De plus en plus, c'est les Béninois. Allez sur le net, hein, je ne dis pas des choses que vous ne pouvez pas vérifier. Mais ça ressemble, moi, j'analyse le temps de discuter avec des financiers qui peuvent me convaincre du contraire, ça ressemble à un recyclage. Vous voulez dire que des acteurs du régime... des acteurs. Si vous pensez que c'est du régime, c'est bon aussi. Non, mais vous avez dit des acteurs. Du recyclage, c'est pourquoi... Oui, mais recyclage, ce n'est pas seulement les politiciens qui recyclent. Ce n'est pas seulement les politiciens. Il y a des commerçants véreux, si vous permettez cette vieille expression, qui peuvent recycler. Et puis, quand vous allez déposer votre argent aux sociétés d'intermédiation, on ne dit pas que c'est Paul, c'est Pierre, c'est ça. Et c'est ces sociétés-là qui font le truc. Finalement, je crois que notre pays est sur une très mauvaise pente. Mais le Bénin a eu la confirmation avec la note B+, qui montre quand même qu'en matière de gestion de dette, que nous ne sommes pas quand même... C'est deux choses différentes. La gestion de la dette, c'est... Mais moi, si je recycle mon argent, ce n'est pas parce que je ne vais pas payer la dette, mais je donne un visage officiel à mon argent que j'ai dû trouver dans des trucs malsains. C'est ça, le recyclage. Ça n'a rien à voir avec payer ou ne pas payer. Mais avant-hier ou hier, ils sont allés verser les 133 milliards. Que veulent les institutions, c'est ça. Mais le circuit boueux que tout ça l'apprend, un jour, on saura. Alors, nous allons à présent donc passer à la deuxième partie de cette émission. Oui. Arnaud Doumarou. Merci, monsieur le vice-président, deuxième vice-président du Parti des démocrates. Je dirais beaucoup plus que les internautes aimeraient mieux vous découvrir dans votre intimité, entre griffes. Léon Basile Arrossi, côté famille, qu'est-ce qu'on peut fondamentalement retenir? Marié, père de 5 enfants. Des enfants qui ne sont pas sur le territoire national parce qu'on dit que ce sont les enfants des autres qui sont en train de faire le combat? Non, moi non. Est-ce que sur mes... Bon, je le dis sans tabou, j'ai 5 gosses, j'ai 5 enfants, mais 3 sont là. 2 sont mariés, sont partis. Moi, je ne pouvais pas les retenir. Les 3 qui sont là s'intéressent à l'activité politique de votre part? Non, pas en fait. Bon, il y en a avec qui je discute.
Je discute avec mes enfants. Et j'ai le bonheur de constater que mes enfants épousent mes positions. J'ai ce bonheur-là. Est-ce que ce n'est pas la crainte donc de Non, mes enfants ne me craignent pas. Mais parce que sur des sujets, ils me combattent et on fait le débat. J'ai de grands enfants. Hein. J'ai de grands enfants. Mon dernier a bientôt 32 ans. Donc j'ai de grands enfants. Donc on fait le débat et puis aujourd'hui, les barrières étanches entre parents et enfants. Bon, c'est des enfants qui sont allés à l'école, qui ont réussi, donc qui savent faire le débat. Mais si vous devez prendre votre retraite politique, je ne sais pas si c'est pour bientôt, mais est-ce que vous avez prévu quand même que l'un de vos enfants mette les pieds dans le vôtre? Non, je ne souhaite pas je ne souhaite pas qu'un seul enfant entre en politique en suivant mes pas. Pourquoi? Non, c'est une question de liberté. Et je vais vous dire, quand j'étais encore en activité, j'étais un soutien fou du général Kérékou. Moi-même, je ne peux pas vous dire pourquoi. Et quelqu'un m'a dit, le jour où je saurai pourquoi, je vais cesser de le soutenir. J'ai un jeune frère qui habitait chez moi, qui dépendait de moi, qui était un soutien fou de la Renaissance du Bénin. Mais pourtant, ça se passait très bien entre nous. Très bien. Au point où quand il a voulu se marier, il m'a dit qu'il ne veut plus vivre là. J'avais une maison en chantier. J'ai été arranger 2 pièces et je lui ai dit, va t'installer là-bas. Et on est resté très collés jusqu'à aujourd'hui, mon petit frère et moi. Donc, ces questions, c'est des questions d'indépendance. Moi, autant je n'accepte pas qu'on me dicte ce que je dois faire en politique, autant je ne le dicterai à personne. Je vais faire la cour aux gens. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on oublie. Vous avez fait des erreurs sur votre parcours politique ou dans la vie tout court? Ah non, les erreurs, ça ne peut pas manquer. Et vous connaissez bien l'expression, l'erreur est humaine. Et comme je suis humain, c'est sûr que j'ai fait des erreurs. Et si vous devez corriger quelque chose? Il faut que je réfléchisse pour voir, parce que je ne prends pas les décisions d'un coup de tête. Je ne prends pas. Mais quand je les prends... L'erreur humaine, oui, si vous avez arrivé... C'est pourquoi je ne les prends pas d'un coup de tête. Mais quand je les prends, je reviens difficilement derrière. Bon, je vais vous dire, vous avez dit qu'il y a eu passe d'armes entre le président Zanaï et moi. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est du passé. Ça veut dire que les choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes, on peut les corriger. On peut les corriger. Je vais vous dire autre chose. Je rends régulièrement visite au président de l'Union progressiste. Je lui rends régulièrement visite. Président Bouna Moussou? Oui, je lui rends régulièrement visite. On ne parle pas de l'UP. On ne parle pas des démocrates. Mais la vie n'est pas que UP, n'est pas que démocrate. Nous avions eu des rapports dans le passé que je n'oublie pas. J'ai beaucoup appris de lui. Je n'oublie pas. Donc, c'est pour vous dire l'homme indépendant que je suis. Si aujourd'hui, la dernière fois j'ai appris que le président Mouleté est allé chez le président Talon, ça a fait un tollé sur la toile. Moi, si le président Talon m'appelle aujourd'hui, j'irai. Je ne souhaite pas qu'il m'appelle là, hein. Je ne souhaite pas parce que... Pourquoi? Pour aller dire quoi? Mais s'il m'appelle, j'irai parce que c'est le premier magistrat de la nation. Mais cela ne va pas influencer ce que je vais lui dire. Cela ne va pas influencer ce que je vais lui dire. Je lui dirai ça, je ne suis pas d'accord. Et si vous faisiez des propositions pour quand même l'accompagner dans les réformes? Non, je ne vais pas accompagner ça là. Je ne veux pas accompagner ça là. Ça, c'est me condamner. Je peux lui dire, change ça pour le pays, pas pour moi. Change ça pour le pays. C'est faux, l'histoire du parrainage. C'est faux, c'est du faux. C'est parce qu'il sait s'il va à une élection libre, il va être battu à plate couture. Je vais le lui dire. Dans cette discussion informelle avec le président Bouna Moussou, qui a quand même l'oreille du président Talon, est-ce qu'il vous arrive quand même de Non, on ne dire... parle pas de ça. Parce qu'il me connaît. Il sait que... Mais, vous savez, la première révision de la Constitution qui a buté, malgré nos très bons rapports, je ne lui ai pas dit ce que j'irais voter. Donc, sur certaines questions, on ne parle pas. On parle de beaucoup de choses. Parce que c'est quelqu'un qui a construit sa vie sur plusieurs années. Moi,
j'ai encore du chemin, si Dieu me prête vie. Bon, on discute de ces choses. Est-ce que Bernard Moussou est l'homme politique, votre figure politique le plus admiré? Non, je vous dirai non. Alors, quel est l'homme politique que vous admirez le plus sur le parcours? Bon, vous savez, chacun a ses raisons en politique. Il y a quelqu'un qui me séduit souvent aujourd'hui. C'est le ministre Akines. Et il fait preuve d'une indépendance que j'admire et que je copie. C'est parce qu'il est aussi un opposant. En tout cas, est-ce que parce qu'on n'est pas d'accord, on est opposant? Non, on s'oppose aux mauvaises choses. C'est ça, comme ça qu'il faut lire l'opposition. Aujourd'hui, il est pratiquement donc de la même ligne que vous. Donc, c'est ça qui la dernière fois, il était à une manifestation avec le président de Moël. Et puis les gens ont commencé à critiquer. J'ai dit, mais non, il a une histoire avec le père du monsieur. Bon, quand il veut prendre position officiellement sur un acte du gouvernement, il est clair. Il est clair. Et quand il lui arrive de vouloir critiquer l'opposition, il est clair. Bon, moi, je trouve ça bien. Qu'est-ce que le président était allé dire à Patrice Talon? Vous disiez... Non, est-ce qu'il est allé chez lui? Je n'ai même pas eu l'occasion de lui poser la question. Parce que je trouve que aller chez Talon ne change pas les donnes de notre vision des choses. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il m'appelle, j'irai. Les gens feront des commentaires, mais moi, j'irai. Et si je sors de là et qu'il m'est permis qu'on me tende le micro, je dirai ce que je lui ai dit. Mais ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas qu'on ne doit pas se parler. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on discute pour enlever les faux obstacles que Talon a mis pour confisquer le pouvoir d'État. Il faut qu'on s'asseye. Mais si lui dit, c'est pas moi qui vais dire au président de la République de venir à mon domicile. Non, c'est pas pensable. Mais s'il dit de venir, que tu dis tu n'y vas pas, mais... On voit lui de s'adresser aux responsables de votre formation politique, étant donné que vous êtes membre d'une formation politique que tout peut être interprété. Oui, il peut avoir des raisons. Si je vais là-bas, si on veut parler politique, je lui dis, mais faisons venir le président du parti, faisons venir le président d'honneur, faisons venir. Si je dis ça et qu'il ne veut pas, le débat va s'arrêter pratiquement. Parce que moi, je ne peux pas prendre d'engagement au nom du parti. Alors nous allons revenir un peu plus, enfin, vous savoir un peu votre plat préféré à la maison, ce que vous aimez le plus. Ah, la pâte de la veille avec du légume. Pourquoi ça? Bon, j'ai été élevé dans ça. Vous savez, j'ai découvert la ville à 14 ans. Je suis né au village, j'ai grandi au village, CM2, tout. Et puis, c'est ça qu'on mangeait au petit déjeuner, au goûter, au repas du soir. Donc, c'est resté dans mes habitudes alimentaires. La pâte de la veille. Avec au colis, comme on dit. Oui, oui. Avec du bon légume ou bien du bon nenouille. Bon. Je ne mange pas du caviar, je ne bois pas du champagne. Ces derniers temps, quelqu'un m'a dit que le vin, que ça fait du bien. Donc, une petite goutte. Et si je prends, il faut que je me retire dans mon lit parce que je ne supporte pas l'alcool. Est-ce que vous avez des activités sportives que vous pratiquez souvent? Je marche un peu. J'ai la bande à la maison, je marche sur la bande. Je fais un peu de bicyclette en chambre aussi, mais pas beaucoup. Je marche un peu. Pour garder la forme, bien c'est pour le côté politique, pour paraître toujours vigoureux. Non, c'est pour ma santé. C'est pour ma santé. À l'âge que j'ai besoin de contrôler la nourriture et puis de faire un peu de sport. Généralement, les personnalités politiques dans le quartier ne sortent pas souvent échanger avec les voisins. Chez vous, comment ça se passe? Ah, c'est vrai que je ne le fais pas. C'est vrai que je ne le fais pas. Bon, c'est peut-être par habitude. J'ai des gens chez qui je vais de temps en temps qui viennent chez moi, mais ils ne sont pas nombreux. Et pourquoi ils ne sont pas nombreux? C'est une question d'habitude. Hein. C'est une question d'habitude. Je n'ai pas été habitué à frapper au portail des gens tout le temps. Non. Je ne suis pas habitué. Et comment se passe la cohabitation en tant que figure connue, figure politique connue, homme public dans votre milieu? Il y a des gens qui me connaissent. Quand je sors, ils viennent, on bavarde. Ou bien quand je suis parfois assis au portail, on bavarde.
mais je vais très peu chez les autres. Quels sont vos reproches le plus? Moi, Oui. je suis dur sur mes principes. Parce que, comme dirait quelqu'un, inflexible, mais ce n'est pas vrai. J'ai des convictions, et quand je m'en écarte, je fausse les pas. Donc, c'est surtout ça. Si les Béninois doivent retenir quelque chose de vous, si un jour vous n'étiez plus de ce monde, qu'est-ce que la postérité pourrait retenir de vous? Ah, ça, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez que la postérité retienne de vous? Qu'on retienne plus de bien que de mal. Au paradis ou au purgatoire ou ailleurs? Bon, d'abord, je ne sais pas si ces choses-là existent. C'est pourquoi je voudrais m'efforcer à vivre aussi sainement que possible, aider ceux qui sont en difficulté si j'en ai les moyens, ne pas me mettre trop haut pour parler à ceux qui sont en bas. Bon, essayez de mener une vie qui ne vous sorte pas du monde. Vous êtes parmi les gens, vivez parmi les gens. Voilà. Quel message vous adressez souvent aux jeunes? L'endurance. L'endurance parce que il m'est arrivé, ça m'est arrivé une fois, je suis plus sûr que ça m'arrivera, de retrouver tous mes enfants, mes 5, et qu'on bavarde. Je suis plus sûr d'avoir cette belle occasion-là. Je leur ai raconté mon parcours, collège, université, tout ça. Et ils se sont mis à pleurer. J'ai dit non. Vous avez la chance d'avoir un père fonctionnaire qui a des moyens. Moi, mon papa était cultivateur. Ma maman allait acheter poisson frit, elle allait revendre dans l'autre marché pour gagner 25 francs. Tout ça. Donc, je leur demande l'endurance aux jeunes. J'en ai encore chez moi à la maison. Ce ne sont pas mes enfants, mais comme j'ai encore la possibilité d'en garder un ou deux, j'en ai. Mais je leur dis non. Moi, je n'ai pas commencé par ma voiture. J'ai commencé par aller à pied du collège de Placodia au collège au pied. Et progressivement, j'ai trouvé une bicyclette et puis ainsi de suite. Donc, c'est l'endurance que je recommande aux jeunes. Il faut être endurant. Et puis, à force d'insister, on finit par arriver. Et quel est je vais en finir sur cette question, votre plus grand rêve pour le Bénin? Mon plus grand rêve pour le Bénin, c'est qu'un jour, le pays soit dirigé par un patriote. Quelqu'un qui rêve Bénin. Et à la date d'aujourd'hui, nous en sommes un peu trop loin. Vous n'en avez pas vu juste là? Oh, vous savez, je vais vous dire, le président Kéhékou, quand il est arrivé, il a fait beaucoup d'erreurs. Après la Révolution, il a beaucoup fait pour le pays. Parce que, je le dis, ça m'engage. Il n'y a pas beaucoup de présidents qui auraient accepté cette conférence nationale et quitté le pouvoir sans avoir tiré. Regarde, même déjà, les gens n'ont pas voté, ils réclament, on tire sur eux, on les tue. Donc, je dis, il m'a inspiré. Ensuite, le président Soglo est venu remettre le pays sur les rails. Il a remis le pays sur les rails. Mais, pour des raisons politiques, on ne lui a pas permis d'aller plus loin. Bon, le président Yahi est venu. Il n'a pas fait tout ce que j'aurais souhaité qu'il ait fait. Mais il a fait mieux que ce qui est sous mes yeux. Ce qui est sous vos yeux n'a pas encore fait 5 ans. Non, il a fait 10 ans de gouvernance. Oui, mais 10 ans divisé par 2, vous verrez si ça correspond. Moi, je prends les choses très simplement. Je veux quelqu'un qui allie la rigueur, l'honnêteté, le détachement. Parce que les gens qui s'accrochent à tout ce qui rapporte l'argent là, dans le pays, là, c'est pas ça qui va construire le pays. Détachement. On peut en trouver. Mais je crains que ça passe par la violence. Je crains. Or, la violence n'est pas du tout bonne. Et pourquoi vous croyez que ça passe par la violence? Oui, parce qu'à force d'accumuler les frustrations, ce n'est pas pour le Bénin. Voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voyez ce qui se passe en Guinée. À force d'accumuler, ça explose. Et c'est une loi de la nature, ça explose. Si on continue comme ça, ça va exploser, malheureusement. Et une balle qui part, on ne sait pas qui elle atteint. C'est ça. C'est pourquoi nous devons nous asseoir. Pour que chacun mette un peu de côté ses égos.
je suis venu au pouvoir, comme je l'entends, j'y reste pour 20 ans. Non. Pour réclamer une conférence nationale bis, les contextes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui change? Si vous me le rappelez, je vais retirer ça. Vous savez qu'en 89, les fonctionnaires n'avaient quand même plus. Alors, on tient le peuple par le ventre. On tient le peuple par le ventre. Les fonctionnaires sont régulièrement payés. Rien que par le ventre, on tient le peuple. Aujourd'hui, il n'y a que les politiciens qui crient. Nous sommes dans un multipartisme. Vous avez suivi les votes populistes sur le marché. Il y a une dame, le ministre Koupaki, enfin, je ne sais plus s'il est ministre du gouvernement. J'ai vu le dernier gouvernement, je n'ai pas vu son nom. Mais il a dit à une dame, la dame lui a dit que ça ne se passe pas bien. C'est une politicienne, cette dame-là. Et puis, il y a eu une réunion où j'ai vu le ministre Djokbenou, le ministre Ouadagni, et puis il y a une dame qui leur a dit ce que vous faites n'est pas bon. Mais ce n'est pas des politiciens. Ce n'est pas Rossi qui a dit. Aujourd'hui, nous avons le multipartisme qui est toujours d'actualité. Il y a toujours le multipartisme. Les démocrates sont en création. Mais la conférence nationale a dit multipartisme intégral. Mais il y a des règles qui sont en place là. Il suffit de les appliquer. Et ça va se réduire tout seul. On va peut-être avoir aujourd'hui 3 ou 4 partis. Quelles sont ces règles? Mais si un parti ne va pas aux élections là, 2 fois il disparaît. C'est tellement simple. Mais aujourd'hui, on est venu faire multipartisme. On a déjà 10 récépissés au moins. Oui, mais le problème se pose que vous savez, quand vous parlez de 2 élections successives, mais on peut faire une élection, laisser une élection revenir. Or, avec les 10% qu'il faut obtenir en matière de suffrage, cela n'est pas une mesure beaucoup plus corsée. Si le parti fait une élection, va se reposer... C'est de la tricherie. On fait des élections qui ont un caractère local. On dit qu'il faut avoir 10% sur le plan national. C'est ça qui a fait que le PSD n'a pas eu ses mairies. Vous souhaitez qu'on saute? Les problèmes de développement qui se posent à Porto-Novo ne sont pas les mêmes qui se posent à Tchaourou ou à Sinende. Mais ça dit que quand on voit ces choses-là, on se demande si c'est des hommes on peut maintenir qui réfléchissent. Les 10% pour les élections législatives et les sauter pour les communales, ou on saute carrément... Mais ça, c'est des idées. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on s'asseye pour parler. C'est des inepties. Des gens qui réfléchissent ne peuvent pas même obéir à quelqu'un, comme on dit, comme un mouton de panurge. Il y a des choses qu'il faut dire. Parce que vos enfants, demain, verront, c'est mon père qui a cautionné ça. C'est pas bon pour l'histoire. Léon Basile aussi, nous sommes au thème de l'émission. Quel est votre dernier mot? Mais je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'être venu ici et espérer que les auditeurs vont écouter l'intégralité de mes propos. Je vous félicite parce que des gens comme nous, très peu de plateaux les acceptent depuis un moment. Et je vous félicite aussi parce que j'ai trouvé ici une équipe jeune et l'avenir, c'est pour la jeunesse. Nous avons amorcé la descente. Et nous allons partir. Seulement que nous ne voulons pas que quelqu'un vienne nous chasser. Quelqu'un vient parce que vous ne protégez pas son coton, vous ne protégez pas ses intrants, vous ne protégez pas ses acajou. Oui, mais on nous a empêchés d'aller aux élections législatives parce qu'il va y avoir des parents. Bref, gardons espoir, gardons surtout le courage, car celui qui a perdu le courage aura tout perdu. Chers amis internautes, c'est tout pour ce 3e numéro de Gros Plan. Nous avons reçu pour vous Léon Basile Aossi. Il est 2e vice-président du parti Les Démocrates. Merci d'avoir été là et à la prochaine.